vais tout de suite laisser la parole à Marc Bucer aussi. Nous voudrions tous profiter de cette soirée exceptionnelle et de ce moment exceptionnel où nous avons quand même 2 ambassadeurs dans 2 pays qui sont des anciens élèves du lycée Charles de Gaulle. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je te laisse la parole, Marc. Cher Aïchine, merci beaucoup. Messieurs les ambassadeurs, bienvenue dans cette visioconférence qui est en effet, comme le disait Aïchine, exceptionnelle. Avec vos présences, je voudrais simplement saluer ici tous les directeurs, les présidents des associations d'anciens élèves des écoles d'ESSA ainsi que de TFIC Fikret. Pour vous rappeler également que vous pouvez poser vos questions via le chat, car ce sera beaucoup mieux, comme on est nombreux ce soir, que de prendre la parole. Et Aïchine et moi-même essaierons de les relayer à nos ambassadeurs. Cher Aïchine, je te redonne la parole. Merci beaucoup. Je ne vais pas l'accaparer très longtemps. Donc, je laisse la parole aux 2 ambassadeurs. Je ne sais pas qui voudra être le premier pour parler d'abord quand même un peu, nous raconter quelques anecdotes que vous avez vécues au lycée Charles de Gaulle, feu classe internationale, il faut bien que je le dise. Qui maintenant n'ont plus leur bâtiment ancien, mais vous êtes des témoins des endroits par où nous sommes passés. Et par la suite, si vous pouvez partager avec vous vos visions des relations franco-turques à l'orée de 2023, cela nous ferait très plaisir. Donc, je propose de laisser la parole à mon collègue Hervé, qu'il a plus de seniorité que moi ayant commencé son poste avant moi en Ankara. Oui, tout ça pour dire que je suis plus âgé, cher Ali, hein, c'est ça? Non, seniorité par rapport au poste, sinon nous sommes aussi jeunes l'un que l'autre. Bon, très bien, parfait. Bon, d'abord, effectivement, moi j'ai toujours un petit pincement au cœur, bien sûr, pour parler du lycée d'Ankara. Donc, je remercie notre présidente et notre président d'avoir eu cette idée de faire cette réunion, et je salue Madame Bulguer pour tous les efforts qui ont été faits pour dynamiser la DALFA et pouvoir nous permettre de nous rencontrer, même si c'est par visio interposée. Mais comme vous le savez, bien sûr, je suis toujours prêt, et je sais que Ali Bey est aussi toujours prêt à organiser des événements, notamment à l'ambassade à Ankara avec l'association, et c'est toujours un plaisir de vous y accueillir. Alors, comme cela a été fort justement rappelé, moi je ne suis pas un ancien de Charles de Gaulle, même si je le suis par association maintenant, et effectivement je suis plutôt de la génération des classes internationales, et donc sur une période en réalité entre la petite école qui est toujours d'ailleurs derrière l'ambassade à Ankara, et puis le centre culturel qui était situé à Kızılay, comme vous le savez. Et donc, on allait en cours, en fait, dans le bâtiment de l'Institut culturel. Et du coup, bon, les anecdotes qu'on peut avoir, c'est d'abord les moyens d'y aller, parce qu'à l'époque, moi, j'habitais à Çankaya, et tous les jours, je prenais le dolmuş pour aller en cours. Et donc, voilà, les classes, c'était déjà une aventure le matin quand ça commençait, puisque voilà, il y avait cette route à faire jusqu'à Kızılay. C'était voilà, toujours de bons souvenirs, même s'il m'est arrivé une ou deux choses désagréables sur le parcours avec des voitures, etc. Mais enfin, vous connaissez Kızılay, il y avait déjà beaucoup de circulation. Donc, la première image de l'école, c'est effectivement comment s'y rendre. Et c'était par ces dolmouches, ces taxis collectifs où on payait, je ne sais plus si c'était 75 kuruş ou quelque chose comme ça, ou 50 kuruş pour aller jusqu'à Kızılay.
Ensuite, sur les classes en elles-mêmes, en fait, c'était des classes vraiment très internationales pour le coup. Sans doute, on en reparlera par rapport à aujourd'hui où il y a beaucoup d'élèves turcs, franco-turcs. À l'époque, il y avait très très peu en réalité d'élèves turcs dans les classes et même s'il y en avait quelques-uns. Et je me souviens bien sûr d'élèves de toutes les nationalités, iraniens, polonais, tchécoslovaques, puisqu'à l'époque il y avait encore la Tchécoslovaquie, yougoslave bien sûr. Voilà, et donc c'était vraiment, on avait vraiment le sentiment d'être dans des classes internationales. L'autre aspect aussi par rapport à aujourd'hui, sans doute, qui était différent, c'est qu'il n'y avait pas de cours de turc à l'école elle-même. Et donc, finalement, pour moi, mon enseignement en turc, il a eu lieu, comme j'ai déjà eu l'occasion de le raconter, il a eu lieu plutôt dans la rue après les cours. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris le turc. Et je trouve que ce qui est maintenant effectivement très bien, c'est qu'à l'école, il y a un enseignement du turc. Et je pense que c'est quelque chose de très important, évidemment, parce que c'est toujours un plus que d'apprendre une langue étrangère, parce que évidemment, ça donne accès à une autre culture, à une autre façon de penser. Et je pense que c'est vraiment très utile qu'on puisse le faire. Alors pour moi, il s'est trouvé que voilà, je l'ai acquis comme ça, plutôt de manière empirique sur le terrain, mais en tout cas, voilà, c'était un autre aspect de ce que je voulais dire. Après, pour ceux qui sont un peu plus âgés, comme moi, j'ai quelques souvenirs, mais voilà, je ne sais pas si c'est vraiment l'endroit pour en parler, hein, notamment du Donadji qui était juste en face de l'Institut culturel à Kızılay. Ça peut rappeler peut-être quelques souvenirs aux uns et aux autres. On traversait la rue pour aller de temps en temps manger à midi. Et en fait, moi, je suis parti de Turquie à l'âge de 14 ans. Donc, en fait, j'ai fait le collège, mais pas le lycée à Ankara. Et donc, voilà, mes souvenirs, ils datent de cette époque-là. Voilà, après, c'était une période, évidemment, on se souvient toujours de ces années-là avec bonheur. Donc, pour moi, c'était l'Institut français, un Fransız Kültür Merkezi, comme on disait à l'époque. C'est évidemment, a toujours été un souvenir magnifique avec un certain nombre de professeurs que évidemment, on a gardé en mémoire, et notamment les ronflets, pour ceux voilà, qui connaissent, hein, qui ont été vraiment très inspirants et qui avaient notamment monté une troupe de théâtre dont je m'en souviens très bien, d'avoir même été assisté à des représentations à Izmir, à l'Institut, parce qu'ils avaient monté une pièce et ma sœur jouait dans cette pièce-là. Et puis, j'ai dit ronfler, c'était le prof de maths, c'est plutôt les taillons dont je voulais parler, voilà, comme quoi. Et donc, il y avait un certain nombre de professeurs comme ça qui étaient très marquants. Mais voilà, ça fait un peu souvenir d'anciens combattants. Mais voilà, moi, ce que je retiendrai vraiment, c'était ce caractère très international de ces classes-là, et ce qui donnait aussi là aussi une ouverture vers le monde et vers les autres qui était vraiment exceptionnelle, et qui évidemment m'a beaucoup servi par la suite. Je dois dire que j'ai aussi beaucoup apprécié le niveau d'anglais que j'ai eu en sortant de ces années-là, parce que ensuite je me suis rendu compte que quand je suis arrivé au lycée en France, finalement, j'avais un bon niveau d'anglais, et ça m'a bien servi par la suite, bien sûr. Et donc finalement, globalement, le lycée d'Ankara, en tout cas les classes internationales, étaient vraiment au niveau dans toutes les matières. Et voilà, pour moi, ça a été une période évidemment heureuse, sans doute aussi parce que l'âge veut ça, on se souvient plutôt des bonnes choses.
Voilà, en gros ce que je pourrais dire. Évidemment, il y avait aussi, mais ça, c'est plutôt les souvenirs du centre culturel, les projections de cinéma, pour ceux qui ont connu ça, qui était une activité très importante où on allait souvent et qui aussi participait à cette image globale de ce centre culturel qui n'était pas seulement un lieu où on avait des cours, mais aussi qui était un endroit où on se retrouvait le soir, y compris en famille. Voilà en gros moi ce que je pourrais dire de ma période, mais qui a été une période évidemment plus limitée, puisque ça a été en gros les 2 années, même si je suis resté 6 ans, ce qui est quand même pas un court moment, entre l'école primaire à Kidéré, derrière l'ambassade, et les 4 années de collège à l'institut, enfin au centre culturel. Sur le primaire, bon, là aussi, j'ai un certain nombre de souvenirs. D'ailleurs, je ne me souvenais pas du tout que c'était juste derrière l'ambassade, pour être très honnête. Bon, après, évidemment, quand je suis revenu en poste ici dans les années 90, voilà, je me suis bien rendu compte d'où c'était situé. Mais quand j'y allais, je n'avais pas cette idée que c'était derrière l'ambassade. Ça aussi, c'est intéressant. Voilà, c'était vraiment la petite école de l'ambassade, mais c'était pour moi ma petite école, quoi. Voilà, avant d'être la petite école située derrière l'ambassade. Voilà un peu ce que je voulais dire en introduction, et je laisse la parole à Ali. Peut-être qu'après, on reviendra un peu plutôt sur voilà, les questions de la relation entre nos 2 pays aujourd'hui. Merci. Donc, si vous voulez bien, je continue. Oui, s'il vous plaît, Ali Bey, merci. Alors, donc merci à Hervé pour ces anecdotes qu'il a partagées. Je vais essayer de continuer sur le même registre. Je pourrais d'abord peut-être expliquer comment et pourquoi je me suis retrouvé au lycée Charles de Gaulle, qui à l'époque ne s'appelait pas encore Charles de Gaulle, parce que en fait, j'ai été jusqu'en classe de CM1 donc dans une école primaire turque publique, sans apprendre ni connaître une quelconque langue étrangère. Puis, en 82, mes parents ont déménagé à Rabat, au Maroc. Et là, j'ai dû aller à l'école primaire française à Rabat, où j'ai appris le français en partant de rien. Mais à cet âge-là, on apprend assez vite. Et ayant passé 4 années au Maroc, et une petite précision peut-être, mon père n'était pas diplomate, mais était conseiller commercial à l'ambassade de Turquie à Rabat. Et à son retour en Ankara, par réflexe, ils ont voulu m'inscrire à l'école Tevfik Fikret. Donc, je ne veux pas faire de critique ou de mauvaise publicité à Tevfik Fikret, mais ils ont eu, selon moi, la petite erreur à l'époque de considérer que je venais d'un système totalement étranger et que je devais commencer chez eux en perdant 1 ou 2 années. Donc, ce premier réflexe qui était de m'inscrire à Tevfik Fikret a été écarté et j'ai pu continuer au lycée, dans le bâtiment de l'Institut français, dans la même classe que j'avais quittée à Rabat. Donc voilà, je me suis retrouvé dans ce même lieu particulier où Hervé a aussi passé quelques années. Et en fait, quand je pense à cette période-là, la modestie des moyens dont nous disposions apportait aussi quelques avantages. Parce que le lycée dans lequel nous étudions occupait temporairement pendant la journée les salles de classe donc de l'Institut culturel où le soir on donnait des cours de français aux gens qui venaient à l'Institut. Mais cette proximité et donc cette intégration dans l'Institut nous donnait par exemple l'occasion d'être
tout près de la bibliothèque de cet institut. Donc, nous avions nos cours au 4e, au 5e et je crois au parfois 6e étage de l'institut, mais en 2 minutes, on pouvait descendre au 3e étage et profiter de la bibliothèque qui, à l'époque, était d'une richesse incroyable, en tout cas à nos yeux, et nous en profitions bien. Aujourd'hui, l'Institut français, la bibliothèque de l'Institut français a bien sûr des moyens beaucoup plus importants et on peut s'en féliciter. Le lycée, d'ailleurs, a sûrement sa propre bibliothèque que je ne connais pas, je m'en excuse. Mais voilà, les moyens modestes dont on disposait avaient quelques avantages comme conséquences. Ensuite, comme disait Hervé, c'était des classes où il y avait beaucoup d'étrangers et beaucoup de Turcs qui avaient une expérience de l'étranger. Parce que donc les élèves étrangers étaient souvent enfants d'expatriés en Ankara, mais les élèves turcs qui venaient s'inscrire étaient aussi souvent des enfants de diplomates turcs à l'étranger, qui étaient en partie mon cas. Moi, je ne vous vois plus. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? Oui, on vous voit et on vous entend. Pardon. Donc, moi, j'ai eu mon écran qui ne fonctionnait pas, mais donc je continue. Et donc, cette richesse, on peut dire qu'on avait dans cette toute petite école, nous a peut-être orientés inconsciemment vers le métier que nous faisons aujourd'hui. Je suis sûr que c'est en partie au moins valable pour Hervé aussi. Et puis, donc cet environnement dans lequel nous nous trouvions nous permettait déjà à un âge très jeune de découvrir la vie d'un diplomate, la vie d'un ambassadeur. Je ne me souviens même pas quelle était la toute première occasion où, en tant qu'élève du lycée, nous avions été invités dans les jardins de l'ambassade. Si je ne me trompe pas, c'était d'abord pour monter une pièce de théâtre. Mais c'est une très belle opportunité pour des jeunes enfants, jeunes élèves d'un collège, d'un lycée, de pouvoir observer ce que font les diplomates, les ambassadeurs. Et ça a sûrement compté dans les choix que nous avons faits dans le futur. Et d'ailleurs, il faudrait rappeler que de ma classe de terminale au lycée Charles de Gaulle, donc nous devions être un peu plus d'une vingtaine, sur une classe de, disons, 25 personnes, nous sommes 4 actuellement en tant que fonctionnaires, diplomates au ministère turc des Affaires étrangères. Je pense qu'il est assez rare de trouver une classe de 20 à 25 personnes de laquelle 4 individus, 4 personnes choisissent de faire le même métier et réussissent donc à intégrer ce ministère, ce métier. Donc, ça fait partie des avantages dont nous avons bénéficié en étudiant dans cette école. Et puis, comme je le disais, la modestie des moyens apportait aussi quelques avantages. Si il fallait donc retourner aux années pendant le lycée où nous commencions à réfléchir quel métier faire, justement. Et je me souviens que déjà dans mon année de terminale, faire le concours du ministère turc des Affaires étrangères était l'une des options pour moi.
mais je n'étais peut-être pas très attiré par les matières classiques qui auraient pu idéalement m'orienter vers le concours du ministère. Donc j'étais bon en maths, mais je m'intéressais peut-être moins à l'histoire-géographie. Donc j'ai eu l'idée, je ne sais pas si elle était mauvaise ou bonne, mais de choisir de faire économie, gestion d'entreprise et finance, en considérant que c'était donc les études universitaires que je pouvais faire et qui permettaient toujours de faire le concours du ministère en faisant le plus de mathématiques pendant les années d'université. Et si je dis tout ça, c'est pour confirmer ce que disait Hervé, donc la qualité de la formation que nous avons eue dans cette école. Donc, j'ai effectivement été bon, j'ai eu des bonnes notes en maths en terminale, mais ensuite, toujours à cause ou grâce au poste que mon père avait eu à l'époque, je suis allé à Genève avec mes parents pour donc aller à l'université à Genève, où il notait les élèves donc sur 6, pas sur 10, pas sur 20, mais les notes étaient sur 6. Je ne sais pas quelle est la logique. Et donc, ma note de mathématiques en première année d'université à Genève était de 6,25 sur 6. Donc, ils avaient dû expliquer comment ils étaient arrivés à ce calcul qui faisait que j'avais une note supérieure à la note maximale. Mais voilà, on peut dire que c'est la preuve de la qualité de l'éducation qu'on a eue à Charles de Gaulle. Et un autre élément, encore en référence à ce qu'a dit Hervé, donc comme vous le constatez, comme nous tous en Turquie, nous nous félicitons. Hervé est probablement le diplomate français qui maîtrise le turc le mieux. Et donc, il nous disait avoir appris le turc pendant ces années au lycée, même si l'apprentissage ne s'est pas fait au lycée. Alors moi, je vais peut-être vous étonner en disant que j'ai beaucoup bénéficié des cours de langue turque que j'ai suivis au lycée Charles de Gaulle. Ce qui aujourd'hui n'étonne personne, puisque ces cours de langue turque sont devenus réguliers. À l'époque, nous avions été la première classe à bénéficier de cours de langue turque au lycée Charles de Gaulle. Et moi, donc pour compenser les bonnes notes que j'avais en maths, j'avais des notes terribles en langue vivante 2, qui était l'allemand. Et donc, je me souviens d'un jour où le directeur m'a dit tu ne vas pas pouvoir t'en sortir avec l'allemand, on te propose de prendre le turc comme langue vivante 2. À l'époque, ça ne m'avait pas semblé très nécessaire parce que j'estimais que je maîtrisais le turc parfaitement. Mais c'est pendant ces cours que j'ai notamment découvert que même en turc, il y a quelques pièges d'orthographe et de grammaire qu'il faut apprendre à éviter. Et je peux clairement dire que si je n'avais pas eu ces cours de langue turque au lycée Charles de Gaulle, mon turc écrit n'aurait pas été acceptable au concours d'entrée du ministère des Affaires étrangères turc. Parce que donc, s'il fallait me situer par rapport au programme de l'éducation nationale turque, j'ai quitté l'école en CM1 et je n'ai pas eu l'occasion de retourner dans le système turc
donc faute à Fikret, comme je le disais tout à l'heure. Et ces cours de langue turque qui avaient tout juste débuté à Charles de Gaulle m'ont permis de combler mes quelques petites lacunes. Donc voilà, encore un petit bravo à Charles de Gaulle. Et je vais peut-être m'arrêter là pour laisser le temps aux questions et continuer par la suite. Merci beaucoup. Ali Bey, merci beaucoup. C'est intéressant de commencer cette discussion par vos parcours parallèles. En fait, si on résume, c'est un parcours d'un Français qui apprend le turc à Ankara et le parcours d'un Turc qui apprend le français à Rabat et qui éventuellement apprend la grammaire turque dans un lycée français. Voilà, donc c'est intéressant tout ça et nos participants ici disent également que vous, monsieur l'ambassadeur Onanal, vous parlez le français sans accent et vous, monsieur l'ambassadeur Magro, vous parlez le turc sans accent également. Et donc c'est une très grande chance. Dans cet emploi du temps qu'on vous imagine très chargé, Ali Bey, on vous voyait hier dans une conférence sur l'Ukraine à côté de la présidente de la Commission européenne et du président français. Nous abordons l'année 2023 dans 2 semaines. 2023 est importante à double titre. Il y aura évidemment les élections. Ce n'est pas tellement notre sujet aujourd'hui, c'est surtout les 100 ans de la République de Turquie. C'est sans doute une bonne date pour faire un bilan de la relation bilatérale turco-française, française et turque, comme vous voulez, et essayer de se projeter un peu dans cette année. Peut-être pour d'abord avoir votre appréciation sur la qualité de cette relation. Votre relation personnelle est excellente, on le voit encore ici aujourd'hui, mais votre appréciation sur la relation entre les 2 pays et ce que vous voyez comme agenda dans la relation bilatérale. Alors, je ne sais pas si on fait par le même ordre, peut-être. Monsieur l'ambassadeur Magro, si vous voulez vous... Oui, alors, d'abord, il y a une autre chose, il y a une autre anecdote qui m'est revenue entre-temps. L'esprit un peu distrait aujourd'hui, parce qu'en Turquie, il se passe toujours des choses, donc voilà. En fait, je n'ai pas parlé de la visite du général de Gaulle en Turquie, parce qu'évidemment, c'est un moment très important de la relation bilatérale. Mais il se trouve que j'étais à l'école, à la petite école, au moment de sa venue, et que vous voyez, ça m'est revenu entre-temps, et qu'en fait, on avait mis les élèves de la petite école. Vous voyez, je disais que je ne me souvenais plus que la petite école était derrière l'ambassade, mais en fait, je me rappelle bien que nous avions été amenés dans l'ambassade, dans ce qui est aujourd'hui le hall d'entrée, enfin qui est toujours le hall d'entrée, pour faire une sorte de haie d'honneur au général de Gaulle au moment où il est passé dans l'ambassade. Et je me souviens bien effectivement de ce moment-là. Alors, je ne sais pas si je peux dire que je m'en souviens bien ou si parce qu'on me l'a raconté dans la famille à plusieurs reprises ensuite. Parce qu'en fait, il a serré la main à quelques élèves et notamment, il m'a serré la main alors que j'étais au 2e rang. Mais surtout, l'anecdote là-dedans, c'est que maintenant, on peut le dire parce qu'il y a prescription. Mes parents étant pieds noirs d'Algérie, ça n'est pas passé très bien dans la famille dans les jours qui ont suivi. Et donc, j'ai souvent entendu parler de cette histoire dans la famille. Évidemment, après, c'était plutôt en plaisantant dans les années suivantes. Mais voilà, c'était assez drôle qu'il se soit arrêté là, à ce moment-là, qu'il ait serré la main à quelques petits élèves, et dont moi. Et tout ça pour dire que, en guise d'introduction, que évidemment, on ne va pas revenir sur l'historique de cette relation,
parce que ça nous ferait remonter très, très longtemps. Moi, j'ai tendance à dire aujourd'hui que, voilà, dans 12 ans, si je calcule bien, 13 ans, enfin, ça sera dans 12 ans l'année prochaine, on fêtera le 500e anniversaire de l'arrivée du premier ambassadeur de France, Jean de la Forêt, à Constantinople. Alors, moi, je le verrai certainement pas en tant qu'ambassadeur. J'espère qu'Ali Bey, lui, aura des fonctions éminentes et sera à la manœuvre pour cette commémoration. Je ne sais pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde, je pense, avec lequel la France pourra commémorer 500 ans de relations diplomatiques. Quand je dis ça, évidemment, ce n'est pas pour que nous nous arrêtions et que nous reparlions de François Ier et de Soliman le Magnifique, ce n'est pas l'idée, mais c'est simplement pour dire que je pense qu'il y a un décalage entre la perception qu'on a de la relation bilatérale en France en particulier et la réalité, la profondeur de cette relation bilatérale. Et je crois que ça, c'est quand même un élément important. Quand je dis ça, d'un autre côté, c'est aussi pour dire que voilà, il ne faut jamais oublier, malgré les périodes de crise et de tension, et comme on l'a subi encore en 2020, que nous avons une profondeur des relations et une profondeur des liens qui fait que, voilà, quand on a toujours, si je puis dire, des cordes de rappel. Et évidemment, ce que j'ai souvent tendance à dire, c'est que dans cette relation, il y a deux piliers majeurs qui sont l'éducation. Et là, il faut rendre hommage à nos écoles, à nos professeurs. Et je pense que finalement, aujourd'hui, voilà, on parle de Charles de Gaulle, mais bien sûr qu'il faut parler de Galatasaray, il faut parler des Saints, il faut parler de Tevfik Fikret. Cette relation, elle s'appuie sur un pilier majeur qui est celui de l'éducation. Et pour moi, cette réunion de ce soir, c'est aussi un rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui, tous les jours, forment ben voilà, des personnes qui seront un jour des passeurs entre nos deux pays. Le deuxième pilier, évidemment, c'est tout ce qui est la relation économique. Et là aussi, on voit bien que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, hein, comme la relation en matière éducative, puisque si on parle des capitulations, qui évidemment n'ont pas le sens de capituler comme on le présente aujourd'hui. Hein. Une capitulation, c'est un accord en réalité, à l'époque, entre deux pays, ça vient du latin, donc ce n'est pas l'idée de capituler devant quelqu'un, au contraire. Et d'ailleurs, en turc, Adname, c'est bien le sultan qui octroyait un certain nombre de droits aux pays étrangers, et ça a commencé par le commerce. Hein. Et donc, on voit bien que ces deux piliers-là, ce sont des piliers qui s'inscrivent dans un temps long et un temps majeur. Alors aujourd'hui, j'ai évolué un petit peu parce que, heureusement, hein, je crois qu'il faut un peu évoluer. Et je pense que je peux rajouter un troisième pilier dans cette maison commune qui est alors une maison avec trois piliers. Voilà, faut que je réfléchisse un peu à changer ma vision des choses, mais qui est évidemment sur des thématiques comme le changement climatique, en particulier, qui est une préoccupation, et même plus qu'une préoccupation, un challenge, un défi que nous aurons auquel nous aurons à faire face ensemble sur le changement climatique, mais aussi sur tout ce qui est nouvelles technologies, hein, puisque, comme vous le savez, nous avons lancé l'année dernière, au moment de la visite du ministre du Commerce extérieur, la French Tech, nous avons un nouveau pilier, ou en tout cas une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte de coopération majeure pour les années qui viennent, parce que ce sont deux thématiques qui vont rester avec nous, malheureusement pour le changement climatique, j'oserais dire, hein, malheureusement parce que je crains que nous aurons à nous battre contre ce changement climatique encore pendant des décennies. Et du coup, pour moi, c'est un autre champ positif de coopération entre nos deux pays, parce que là encore, on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités ensemble. Il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent dans des domaines qui sont des nouveaux, novateurs, modernes, et qui nous permettent à la fois de nous appuyer sur ce passé, ce long temps ensemble,
mais aussi pour travailler sur des thématiques qui sont des thématiques de demain et qui vont rester avec nous, comme je le disais. Et là, l'engagement de la France, l'engagement de l'Agence française de développement, parce que bon, on n'est pas là pour donner des chiffres, etc., mais quand même sur les questions de changement climatique en particulier, de biodiversité aussi. Nous avons organisé à l'ambassade la semaine dernière une conférence sur la biodiversité parce que la Turquie va prendre la présidence de la COP16 et nous souhaitons l'accompagner dans cet effort. L'Agence française de développement, par exemple, a une enveloppe de 800 millions d'euros qui seront dédiés à l'appui à la stratégie turque en matière de changement climatique. Alors, ces 800 millions d'euros sont dans le cadre d'une enveloppe globale de plus de 3 milliards de dollars avec la Banque mondiale et l'agence allemande, la KfW, mais ça donne quand même une indication, et il en faudra beaucoup plus. Les besoins de la Turquie, comme de tous les pays pour faire face au changement climatique, seront évidemment beaucoup plus importants. Mais en tout cas, voilà, ça montre aussi la nature de notre engagement. Voilà, je parle de cette vision qui lie à la fois le passé et l'avenir, qui parle de questions positives, parce qu'évidemment, on pourrait aussi faire une conférence entière sur les questions qui fâchent, entre guillemets, ou en tout cas sur les difficultés que nous rencontrons dans la relation bilatérale, que nous connaissons bien, qu'avec Ali Bey, nous nous efforçons de gérer, qui en réalité, on le voit bien, sont aussi une des conséquences du fait que nous ne nous parlons pas assez. Et on voit bien que quand on arrive à renouer un certain dialogue sur les questions régionales en particulier, et c'est ce à quoi nous nous efforçons. Évidemment, vous me direz, c'est bien le rôle des diplomates de parler et puis de discuter. Mais voilà, je crois que c'est ce que nous essayons de faire depuis quelque temps, de remonter un peu le courant. Et on voit bien que quand nous parlons sur les questions, même sur les questions régionales qui semblent nous séparer au départ, on voit bien que finalement, sur le fond, nous sommes assez d'accord. Nous sommes assez d'accord sur les enjeux et sur les résultats à obtenir. Après, nous pouvons diverger sur la stratégie, sur certains aspects de ces problématiques-là. Mais évidemment, ce n'est pas en ne nous parlant pas que nous arriverons à dépasser ces difficultés-là. Et je crois que, voilà, oui, la relation est une relation complexe parce que c'est une relation historiquement ancrée et avec des hauts et des bas, beaucoup de hauts, mais aussi des bas, il faut le dire. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une phase où nous avons stabilisé la relation bilatérale, où nous nous efforçons voilà, justement, à la fois de parler des questions sur lesquelles nous n'avons pas toujours la même vision, et aussi de préparer l'avenir en travaillant sur des thématiques qui sont des thématiques porteuses, des thématiques positives, parce qu'on le voit bien au travers des crises. Ces crises sont à la fois des crises qui durent depuis un certain temps pour certaines, vous le savez, et bien évidemment sur la question arménienne en particulier, mais en même temps, ce sont des crises aussi qui sont épisodiques, si je puis dire, qui marquent la relation bilatérale, qui sont sous-jacentes, mais qui en même temps ne nous empêchent pas ensuite de revenir aux fondamentaux, parce que ces fondamentaux sont très solides et qu'il faut que nous travaillions sur ces fondamentaux, y compris pour préparer l'avenir. Bon, pour ce qui me concerne, d'ailleurs, j'ai eu un peu les mêmes soucis que Ali Bey pour mon turc, parce que quand je suis rentré en France, je me suis aperçu que le turc que je parlais n'était pas nécessairement le turc qu'on écrivait. Et donc, j'ai eu pas mal de soucis en matière de grammaire à l'université quand je suis rentré à Langues Orientales. Et évidemment, ça m'a permis ensuite voilà, de maîtriser un peu plus le turc écrit que précédemment. Mais si je dis ça, c'est parce qu'évidemment, mon passage en Turquie m'a aussi donné envie de faire de l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai fait des études d'histoire et que cette relation, je la replace dans le contexte long toujours. Même si nous sommes là, nous, de passage, à gérer le quotidien, l'immédiat, parfois les crises. Mais je pense qu'il faut que nous gardions toujours à l'esprit que nous nous inscrivons dans un temps très long. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai commencé par cette référence aux 500 ans, parce que je crois que ça nous remet un peu à notre place, nous qui travaillons aujourd'hui. Et ces différents piliers dont j'ai parlé, pour moi, ils sont importants parce qu'eux se replacent dans ce temps long.
et nous devons absolument travailler dessus, les préserver, les développer, parce que, encore une fois, au-delà des crises ponctuelles, il y a ces thématiques lourdes qui resteront, je pense, qui marqueront toujours notre relation bilatérale. Et en tout cas, c'est dans cet esprit-là que de mon côté, je travaille et je ne doute pas que c'est la même chose pour mon collègue à Paris. Voilà, nous nous inscrivons dans une action qui doit être remise dans son contexte, qui est celui d'une relation majeure, historique, et sans doute, je pense en France, peut-être plus qu'en Turquie, il faut aussi passer ce message-là à nos compatriotes que c'est une relation qui est une très ancienne relation et qu'elle porte en elle beaucoup de promesses pour l'avenir. Voilà. Donc, si vous voulez bien, je continue. Moi, j'ai eu la chance de prendre mes fonctions à Paris à un moment où cette tension dans nos relations était arrivée au plus haut niveau, mais que cette tension regrettable qu'on avait poussé nos dirigeants au plus haut niveau à chercher à y remédier. Donc, Hervé est parmi ceux qui ont contribué à ce que nos deux présidents puissent avoir une première vidéoconférence après peut-être 2 ans passés sans contact. C'était le 2 mars 2021. Et donc, merci et bravo à Hervé et à tous ceux qui ont travaillé pour ça. Et moi, j'ai eu la chance de prendre mes fonctions 13 jours après, le 15 mars, à Paris. Donc, j'avais la lourde tâche d'essayer de contribuer à ce qu'on se comprenne mieux, on s'écoute mieux et qu'on essaye de mieux s'entendre. Mais j'avais aussi la chance que cette volonté soit exprimée au plus haut niveau, même si pendant cette première conversation, tous les sujets n'étaient pas réglés, bien sûr. Mais à partir de là, nos dirigeants, à tous les niveaux, ont gardé ce contact, ont apprécié ce contact, ont bénéficié chacun à leur niveau de ce contact. J'aime citer toujours comme exemple, après la nomination de la ministre Catherine Colonna, et avant qu'elle effectue, sauf erreur de ma part, sa première visite à l'étranger en Ukraine, à Kiev. C'était pour préparer la visite du président Macron, mais ça n'avait pas encore été annoncé à l'époque. Madame Colonna, avant de partir à Kiev, a appelé notre ministre, a informé notre ministre de ses objectifs et de ce qu'elle allait essayer de faire à Kiev. À son retour de Kiev, elle a encore eu une conversation téléphonique avec son homologue turc, notre ministre. Et ce contact naturel et régulier établi entre nos ministres. Et donc, je répète, ce type de contact se multiplie à tous les niveaux et on peut s'en féliciter. Et le reflet de nos efforts, de notre travail, mais c'est aussi ce qui nous permet de continuer dans cette direction. Et on pouvait citer il y a 2 ans comme sujet où nous ne nous entendions pas, la Syrie, la Libye, certains parlaient de différends en Méditerranée orientale, alors que aujourd'hui, sur la Libye, nous avons quasi totalement les mêmes positions, les mêmes priorités, et c'est justement grâce aux efforts que
nos responsables ont fait au niveau des ministres, au niveau des présidents, au niveau des directeurs responsables dans nos ministères. Et plus ils se sont parlé, plus ils sont arrivés au constat que nous avions strictement les mêmes priorités en Libye. En Syrie, même si quelques sujets difficiles restent, mais je ne vais pas entrer dans ce détail, j'aime citer l'exemple de cette formule d'aide humanitaire faite par les Nations Unies pour que l'aide humanitaire des Nations Unies en Syrie puisse continuer. La Turquie et la France ont coopéré ces dernières années comme ils n'avaient jamais pu le faire. Et le résultat escompté a été obtenu. J'espère que nos efforts donneront les mêmes résultats dans le futur. Donc, troisième sujet auquel j'avais fait référence, la Méditerranée orientale. Sans revenir aux exemples où nous étions mal entendus, cette semaine, ceux qui suivent les comptes Twitter et autres médias sociaux de nos ambassades respectives ont sûrement remarqué que, aussi bien à Ankara qu'à Paris, nos ambassades se sont fait plaisir à partager les messages Twitter de nos militaires qui ont réalisé une opération militaire commune dans le cadre de l'OTAN en Méditerranée. Et on ne peut que se féliciter de voir ces résultats. Et ce qui nous permet de garder un grand optimisme, c'est que nous avançons quasi régulièrement dans la bonne direction. Et je pense que Charles de Gaulle, donc le lycée français à Ankara, peut se féliciter d'avoir contribué à la formation de 2 ambassadeurs qui, sans fausse modestie, disposent de quelques avantages pour faire leur travail le mieux possible à Ankara et à Paris. Et nous allons continuer à travailler dans ce sens. Merci beaucoup, monsieur les ambassadeurs. Si je peux me permettre, je ne sais pas si l'ambassadeur Magro voulait ajouter quelque chose par la suite. Donc, si je peux me permettre, en résumé, comme nous le savions tous, bien sûr, les relations franco-turques ont un long passé et se basent surtout sur le dialogue mutuel, si je peux résumer de cette façon. Et actuellement, nous avons la chance d'avoir 2 ambassadeurs qui ont le même vécu, les mêmes valeurs et qui sont continuellement en contact. Merci beaucoup pour tous les sujets que vous avez abordés, messieurs les ambassadeurs. Est-ce que vous pourriez aussi un peu nous parler des futurs projets qui pourraient être mis en place, que ce soit parmi les 3 points importants que vous avez soulignés, comme l'éducation, l'économie, le changement climatique, ou tout autre projet qui pourrait être mis en place entre les 2 pays? Oui, alors sur les projets, il y en a beaucoup. Je pense que la question n'est pas tellement sur le manque de projets, mais c'est sur notre capacité à tous les mener. Mais en gros, voilà, j'ai parlé tout à l'heure de la French Tech, donc, qui était une initiative qui a été lancée pour développer les relations entre les 2 pays au niveau des nouvelles technologies. En réalité, c'est une initiative qui a été appuyée par les autorités françaises, mais en fait, c'est maintenant aux startups, enfin à l'écosystème
des nouvelles technologies de porter cette initiative. Donc, en réalité, nous la soutenons, mais c'est eux qui font le travail. Hein. Ils ont un conseil d'administration et ce sont des entreprises qui travaillent dans ce secteur-là avec l'appui de banques notamment. Et je ne vais pas faire la pub pour les banques, mais en tout cas une qui est très, très bien implantée en Turquie et qui soutient particulièrement ces activités-là. Donc, BNP Paribas pour ne pas la nommer, mais avec un grand nombre d'entreprises aussi qui soutiennent cette initiative pour faire le lien entre les entreprises et le monde des startups, des nouvelles technologies. Donc ça, c'est vraiment un champ important. Après, nous avons aussi évidemment en tête de développer les relations entre les universités et les entreprises, et en premier lieu entre l'université de Galatasaray et les entreprises françaises. Comme vous le savez, la ministre de l'Enseignement supérieur est venue en Turquie à l'occasion du 30e anniversaire de la création de l'université de Galatasaray, ce qui lui a permis de voir sur le terrain la réalité de cette coopération et l'importance de cette coopération. Et là, il y a un certain nombre de projets qui sont menés pour lier davantage l'enseignement supérieur, l'université et les entreprises françaises. Il y a des projets de chaires en particulier qui sont à l'étude, dont certaines vont être lancées, qui ont été un peu retardées malheureusement à cause du Covid, parce que tout ça, des projets qui étaient un peu déjà dans l'air avant le Covid, mais qui maintenant vont prendre évidemment toute leur signification, maintenant que voilà, cette période-là est dépassée. Et là aussi, avec toujours l'idée, si vous voulez, globalement, l'idée, c'est de mettre en ordre, et je dirais même en ordre de bataille, les différents atouts dont nous disposons dans ce pays, et donc de l'éducatif, si je parle de l'éducatif, de l'économique, pour moi, tout ça est du changement climatique, de l'Agence française de développement. Le plus compliqué, finalement, c'est en réalité de mettre tout ça en musique. Et en réalité, tout ça se complète parfaitement entre l'éducation, l'université, enfin, les lycées, l'université, les entreprises, les questions climatiques. Voilà, tout ça, pour moi, c'est un projet en soi. C'est-à-dire comment construire une coopération qui met ensemble tous ces atouts dont nous disposons dans ce grand pays. Et donc ça, c'est un projet en soi. Après, pour des projets plus précis, bon, il y en a beaucoup. Hein. La commission mixte économique s'est tenue la semaine dernière à Paris, enfin non, même à la fin du mois de novembre à Paris. Peut-être qu'Ali Bey pourra en parler, puisque je pense qu'il y était. Moi, j'étais resté à Ankara. Là aussi, on a fait une revue un peu des différents projets. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons continuer à travailler et ça serait compliqué d'en citer particulièrement. Mais si j'ai insisté sur le changement climatique, c'est parce que là, il y a vraiment de nouveaux créneaux à ouvrir, de nouvelles portes. Là aussi, nous avons lancé une initiative qui est un club des villes durables. Il y a un accord qui a été signé entre l'association des municipalités de Turquie et le MEDEF pour développer la coopération dans ce secteur, parce qu'évidemment la Turquie, comme vous le savez, est un pays 85% urbanisé, et donc la question des villes, de leur avenir et du rôle que jouent les villes dans le développement du pays est majeur. La France a une expertise à faire valoir, et donc l'idée c'est de se concentrer sur 6 villes, plus particulièrement 6 villes en Turquie, parce qu'évidemment malheureusement nous ne pouvons pas être présents partout, mais 6 villes en Turquie, en dehors d'Istanbul et d'Ankara, puisque finalement, notamment à Istanbul, on n'a pas trop besoin de demander aux entreprises de venir travailler à Istanbul. Hein. Istanbul est une ville-pays, si je puis dire, donc elle attire. Mais en tout cas, nous avons identifié avec l'association des municipalités turques 6 villes sur lesquelles nous allons en priorité travailler sur ces questions de ville durable. Donc Antalya, Manisa, Izmir, Bursa, Gaziantep, et voilà, la 6e m'échappe toujours, mais elle me reviendra. Gaziantep, Izmir, Antalya, Manisa. Bon, elle me reviendra. Enfin, en tout cas, il y en a 6. Et donc voilà, la priorité, c'est vraiment aujourd'hui de développer aussi ce type de projet qui, encore une fois, concerne à la fois
la lutte contre le changement climatique et aussi les nouvelles technologies, les nouveaux modes de communication. Pour citer un exemple, Renault lance une réflexion notamment sur la voiture intelligente dans la ville intelligente. C'est-à-dire qu'évidemment, dans des villes comme Istanbul ou Bursa ou Ankara, voilà, quand on réfléchit à ces questions-là, dans un environnement très compliqué pour l'automobile, trouver des solutions modernes autour des nouvelles technologies, c'est un enjeu majeur. À un moment où l'industrie automobile va connaître une révolution, avec le passage à l'électrique en particulier, les grandes villes turques jouent un rôle évidemment de laboratoire très important. Voilà, je ne veux pas être très long, mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets que nous pouvons développer ensemble. En effet, beaucoup de projets. Et donc, quand on parle de climat, j'ai toujours en tête l'objectif que nous avions fixé comme élément à réaliser, à atteindre dans le cadre de nos efforts de renforcer nos relations après cette période de difficulté. Donc, l'un des objectifs, c'était de permettre à la Turquie de ratifier l'accord de Paris. Et aujourd'hui, avec les efforts que nous avons menés avec la France, nous avons pu ratifier cet accord. Le fait que nous ayons ratifié cet accord nous permettra de bénéficier d'un certain nombre de fonds et de coopérer. Et les entreprises françaises qui ont une grande expertise sur ce domaine-là s'intéressent beaucoup à des projets en Turquie. Donc ça, c'est, comme Hervé le disait aussi, l'un des domaines dans lequel on va voir des projets concrets dans le futur. C'est d'ailleurs l'un des sujets qui a été traité lors de la commission économique mixte qui s'est réunie à Paris fin novembre. Et c'est la deuxième fois qu'on réalise cette commission mixte après cette période de difficulté que nous avons eue dans nos relations. Pendant cette période-là, nous disions que même si les relations politiques sont en difficulté, les acteurs économiques, le secteur privé, fait de sorte à ce que les choses avancent. Et nous avons tous constaté que même à des moments difficiles, les contacts entre nos hommes d'affaires a toujours continué, progressé, le volume du commerce entre les deux pays a continué à progresser. Et donc cette commission mixte à Paris a permis de constater que nous ne sommes pas loin d'atteindre l'objectif fixé à l'époque entre nos présidents, ça devait être en 2014 sauf erreur. L'objectif était d'atteindre 20 milliards de dollars ou 20 milliards d'euros, c'est la même chose aujourd'hui, de volume de commerce bilatéral entre nos deux pays. Et nous y sommes presque. Donc, ça nous obligera peut-être à imaginer un autre objectif pour continuer dans cette direction. Et un autre élément dont on peut parler pendant cette commission mixte, c'était la première occasion pour nos ministres de faire connaissance, de se rencontrer, parce que le nouveau ministre Olivier Becht, qui par ailleurs est mon camarade de promo, a pour la première fois fait connaissance de son homologue turc. Et tout le monde était ravi de constater que le contact s'est très bien passé. Et les hommes d'affaires, aussi bien que les responsables de nos ministères respectifs, sont sortis de ces réunions de la GETCO, donc commission mixte,
avec une satisfaction d'avoir réussi, d'avoir obtenu des résultats concrets. Et là, je vais peut-être revenir à des exemples concrets. Pendant cette commission mixte, nous ne sommes pas seulement félicités de l'augmentation du volume et réfléchis à ce qu'on pouvait faire pour encore améliorer ça, mais la volonté d'atteindre des objectifs concrets s'est manifestée, notamment dans la discussion qu'il y a eu entre les ministres, où donc, chaque ministre a émis quelques priorités, quelques souhaits particuliers pour que une petite difficulté puisse être dépassée. Et parmi ces sujets qui ont été abordés, nous avons pu en résoudre plusieurs avant même que la réunion de la GETCO soit terminée. Donc, des sujets dont nous avons parlé en début de réunion de GETCO, suivant les instructions que les ministres ont données, étaient résolus et confirmés avant même que la réunion soit terminée. Donc, il faut continuer avec cette approche, cette façon de faire. Le domaine de l'éducation est très important. Et d'ailleurs, parmi nos objectifs quelque peu ambitieux, pas évidents à atteindre, on peut citer la finalisation de quelques accords bilatéraux que nous devons continuer à négocier. Si nous réussissons nos efforts, si nos efforts donnent de bons résultats, ça pourra aussi être utile au lycée Charles de Gaulle notamment. Donc, nous travaillons aussi pour vous. J'espère qu'on pourra atteindre le résultat que nous souhaitons tous. Toujours dans le domaine de l'éducation, l'un des projets concrets pour lequel nous travaillons à Paris, c'est d'avoir un emplacement, un lieu pour les étudiants, les chercheurs turcs dans la cité universitaire internationale à Paris. Alors, la difficulté, c'est qu'il reste une dernière parcelle où une maison de la Turquie pourrait être construite, une parcelle assez grande où plusieurs petites maisons pourraient être construites de manière à satisfaire la demande de plusieurs pays qui aujourd'hui souhaitent avoir des maisons pour leurs étudiants. Et quelle que soit la décision finale des responsables, donc d'accorder des parcelles séparées pour les pays pour des maisons individuelles, ou alors l'un des projets sur lesquels les responsables réfléchissent, construire une maison de l'Europe dans laquelle un étage, une aile, pourra être l'étage de la Turquie, l'aile de la Turquie. Je pense que les deux options sont tout à fait souhaitables et nous allons travailler pour essayer d'atteindre cet objectif. Et vous pouvez imaginer que si nous réussissons à atteindre ces objectifs, de futurs étudiants en master, en doctorat venus de Turquie auront beaucoup plus de facilité à se loger à Paris. Et qui sait, peut-être que des élèves de Charles de Gaulle qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont encore 6-7 ans avant d'arriver à un niveau doctorat se rappelleront de cette rencontre à travers Zoom aujourd'hui et se diront nous sommes aujourd'hui dans l'aile turque du bâtiment Europe de la cité universitaire et les ambassadeurs nous en avaient parlé il y a quelques années. Voilà, donc des projets concrets sur lesquels on travaille, qui nous motivent et donc
que nous continuerons pour avancer dans ce sens. Messieurs les ambassadeurs, je crois qu'il est temps pour nous de vous remercier, car dans votre agenda, nous savons que vous avez des obligations tout de suite après. Et c'est bien dommage, car nous avions énormément de questions encore, ce qui démontre la richesse de la relation, de nos questions et le dynamisme de la société civile franco-turque. Vous disiez un peu avant, tous les deux, qu'on ne se parle pas assez et on se rend compte que finalement, sur le fond, nous sommes d'accord. On diverge parfois sur la mise en œuvre. Et je pense que c'est le témoignage de nous tous ici de dire, s'il vous plaît, continuez à parler. Vous le faites impeccablement bien et que tous les parties prenantes dans les deux pays continuent à se parler et qu'on ne vive que des hauts dans la relation et pas que des bas. En tout cas, de notre côté de Paris, merci infiniment à vous deux. Nous vous souhaitons une bonne soirée et je passe la parole à la chère Aïchine à Ankara. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, messieurs les ambassadeurs. Ce fut une très belle soirée pour nous, aussi bien pour des élèves de terminale, monsieur l'ambassadeur Onaner, qui vous ont écouté justement et qui, je pense, comme vous le dites, dans quelques années, se souviendront de cette maison de la Turquie, de cet étage, de cette aile quand ils s'y trouveront. Nous vous remercions beaucoup, messieurs les ambassadeurs, et espérons peut-être pouvoir renouveler une autre visio prochainement, si vous voulez bien, vous aussi, parce que je crois que tous les participants ont été extrêmement heureux de pouvoir écouter de vous deux ces relations et ce futur pour la France et la Turquie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Je sais que nous laissons pas mal de frustrés qui avaient plein de questions. Voilà, on est un peu désolé, mais malheureusement, là, nous avons des engagements, mais voilà, on a bien pris note des questions qui ont été évoquées. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Bonsoir. İyi akşamlar. İyi Çok teşekkür akşamlar. ederiz. Hoşçakalın. İyi Çok akşamlar. teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok akşamlar, İzzet Hanım. Çok teşekkürler. İyi teşekkürler. akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée. Soirée. Merci beaucoup et bonne soirée, cher Ayşen Bilge. Merci beaucoup, Choulé. Bonne soirée. Çok teşekkürler. Bonsoir. Merci. Teşekkürler. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Aïchine, et merci. Merci beaucoup à vous d'être venus. Bonne soirée. Merci.